Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire qu'on consacre aujourd'hui sur les questions des critères de taille et des liens entre sociétés, notamment par rapport aux conséquences fiscales que cela peut avoir. Tout d'abord, donc, je vous remercie d'être présent cette journée un peu chaude. J'espère que je saurai susciter votre curiosité, votre intérêt pour la matière, qui est une matière assez technique mais qui a quand même des aspects assez importants à ce niveau-là et des conséquences non négligeables. Voilà, je suis passé en mode partage d'écran. J'espère que tout le monde voit bien. Euh, alors, voilà, moi, je pense que vous pouvez commencer à me connaître si vous avez déjà suivi quelques webinaires. J'ai le plaisir d'en animer toute une série. Je vais déjà vous partager l'agenda qui va être assez succinct, mais dans chaque partie, on aura quand même pas mal de matière à passer en revue. Alors, le premier point qu'on va regarder ensemble, c'est les critères de taille au niveau du code des sociétés. On va un peu s'interroger pour savoir quand est-ce qu'on est une petite société, quelles sont les conditions, comment est-ce qu'on apprécie ces critères. La deuxième partie, je pense que le titre du webinaire, vous avez bien annoncé la couleur. On va parler des liens entre sociétés et voir dans quelle mesure est-ce que ces liens peuvent avoir un impact sur les critères de taille. Au niveau du troisième élément, on regarde ensemble quels sont troisième et dernier d'ailleurs, on regarde ensemble quelles sont les principales conséquences fiscales de ces critères de taille par rapport à certaines mesures qui seraient ou non applicables. On en passera toute une série en mesures et enfin, si on a encore un peu de temps, on passera sur une séance de questions-réponses. Étant donné que je suis seul, si vous mettez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Je resterai un peu à la fin pour y répondre. Mais voilà, on ne sera pas y répondre en live. Ce sera pour après. Voilà. En ce qui concerne les critères de taille, c'est l'élément le plus important ici, puisque ça va un peu influencer tout le reste de l'exposé. Mais la question principale, c'est de se dire, OK, quand est-ce qu'au niveau du code des sociétés, et on verra comment ça s'applique au niveau fiscal, on se trouve dans le cas d'une petite société ou une société qui n'est pas petite, hein. Au niveau du code des sociétés, on ne parle pas en tant que tel de grande société, on définit juste la définition des petites sociétés, donc on comprend a priori que si on n'est pas une petite société, c'est qu'on est ce qu'on appelle une grande société. Euh, et les petites sociétés, ce sont lesquelles? Ce sont celles donc, qui ont la personnalité juridique et qui, à la date de clôture du dernier exercice comptable, ne dépassent pas plus d'un des critères suivants. Donc ça veut dire qu'on a le droit de dépasser un critère. Si on dépasse un critère, c'est bon. Par contre, on ne peut pas en dépasser deux. Si on dépasse deux, alors on dépasse plus d'un des critères et donc on n'est plus une petite société. Alors, les trois critères, on commence à les connaître si on pratique en tout cas. Il y a les effectifs annuels moyens qui sont de 50. On a le chiffre d'affaires qui était de 9 millions, qui est passé en 2024 à 11 250 000. Et on a le total du bilan qui était de 4,5 millions et qui est passé en 2024 à 6 millions. On note tout d'abord qu'au niveau de l'ancien critère des 100 salariés qui faisait en sorte qu'on passait automatiquement en grande société, ou en tout cas qu'on était automatiquement plus une petite société, ça a disparu. Donc on peut très bien avoir, alors c'est assez rare, mais on peut très bien avoir une société, on met ici l'exemple, qui a 120 ETP, mais qui ne dépasse pas un des deux autres critères, et donc il restera considéré comme une petite entreprise. On aura l'occasion de reparcourir ces nouveaux seuils aussi par la suite. Euh, on a à côté de ça, malgré tout, donc je disais, on a la définition de la petite société. A priori, si on est une petite, on est une grande. Euh, apparemment, il y a de l'écho. On me dit, je vais voir. Attendez, je vais mettre un casque. J'espère que ça ira mieux avec. Voilà. Je suis maintenant avec un casque. J'espère qu'on m'entend mieux comme ça, que tout va bien. Si ça ne devait pas être le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Euh, donc, on a à côté de ça les critères pour les micro-sociétés. Alors, une micro-société, c'est encore une troisième définition, on va dire, qui s'applique dans des rares cas, mais qui a quand même un intérêt, puisqu'on va se rendre compte qu'une grande partie des sociétés sont en réalité des micro-sociétés. Ce sont les sociétés déjà qui ne sont ni filiales ni sociétés mères et qui alors ne dépassent pas à nouveau plus d'un des critères suivants. On verra ici que les critères sont vraiment nettement inférieurs, puisque en termes de TP, on passe à 10. En termes de chiffre d'affaires annuel hors TVA, donc à chaque fois, attention, on était à 700 000 avec les nouveaux critères de 2024, on passe à 900 000. Et en termes de total du bilan, on passe maintenant à 450 000 depuis 2024, où on était avant à 350.
Si on ne dépasse pas plus d'un de ces critères-là et qu'on n'est ni filiale ni société mère, alors on peut être considéré comme une micro-société. Et on verra par la suite les conséquences que ça peut avoir, où elles sont assez restreintes en réalité. Euh, alors la question, c'est de savoir ben, quand est-ce qu'on évalue les chiffres. Alors, on évalue ça à la date du bilan du dernier exercice comptable clôturé. Et en tout cas, pour le chiffre d'affaires et le total du bilan, on va regarder à ce moment-là. Pour le total des effectifs, on va regarder les effectifs moyens. Alors en réalité, on doit regarder à la fin de chaque mois quels étaient les effectifs et après, on fait une moyenne. C'est également à la date de clôture du bilan qu'on va regarder quels sont les liens entre sociétés. C'est aussi à ce moment-là qu'on va dire, OK, est-ce que la société est encore liée, oui ou non? Un des points importants et une question qu'on voit généralement, c'est la question du chiffre d'affaires. On se dit, OK, mais qu'est-ce qu'on entend par chiffre d'affaires? Parce qu'on sait qu'une société peut avoir des produits qui sont de nature différente et on se pose la question. Alors, on a une règle générale qui est de dire, ben, c'est assez simple, le chiffre d'affaires, c'est les ventes de biens, les prestations de services qui sont faites à des tiers, dans le cadre de l'exercice normal de l'activité, et on peut y déduire toute une série d'éléments, style les remises, ristournes, etc. Ça, c'est la règle générale. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle au sens le plus générique du terme, le chiffre d'affaires. Par contre, on a une règle dérogatoire parce qu'on sait qu'on a certaines sociétés qui ont des activités euh, qui sont un peu différentes, qui ne sont pas des activités, on peut dire classiques, ou en tout cas peut-être des activités plus financières, patrimoniales, etc. Dans ce cadre-là, on permet, pour des sociétés dont plus de la moitié des revenus ne répondent pas à la définition classique du chiffre d'affaires, de dire, pas de souci, mais dans ce cadre-là, on peut reprendre tous les produits d'exploitation et tous les produits financiers, à l'exception des produits qui sont des produits non récurrents. Donc, on vient vraiment tenir compte des caractéristiques propres des sociétés en disant, OK, si vous êtes une société vraiment purement financière et que la majorité de vos revenus sont constitués de revenus financiers, qui ne sont pas des revenus financiers non récurrents, dans ce cadre-là, on va en tenir compte pour apprécier les chiffres en termes de chiffre d'affaires. Alors, on a pris ici un petit exemple qui est de dire, ben voilà, on a une société qui a 300 000 euros de chiffre d'affaires, qui, à côté de ça, a d'autres produits d'exploitation de 850 000 euros, qui ne comprennent donc pas les autres produits d'exploitation non récurrents, des produits financiers pour 2,7 millions. Ici, on a typiquement l'exemple d'une société vraiment financière, et on a quand même des produits d'exploitation et financiers non récurrents pour 550 000. Ah ben, dans ce cadre-ci, on va se situer dans la règle dérogatoire et donc on va venir prendre les trois premiers postes qui constituent en réalité les activités habituelles de la société et donc qui ensemble forment un total de 3 850 000. C'est ce montant de 3 850 000 dont on tiendra compte pour déterminer le critère du chiffre d'affaires, pour déterminer si on est dans le cas d'une petite société ou pas. Alors avec 3 850 000, a priori, on a de la marge, les nouveaux critères applicables. Mais voilà, comme ça, vous avez une idée du fonctionnement à ce niveau-là. Euh, Ici, c'est un autre principe qui est assez important pour comprendre si on est une petite société ou pas. C'est la question, c'est le principe de cohérence, qui est un principe qui est donc qui figure dans l'article 1.24 au paragraphe 2, euh, qui est de dire on ne va appliquer des critères dans le cadre d'une société qui existe déjà, on ne va modifier la taille que si les critères sont dépassés à la hausse ou à la baisse. Donc, on peut être une grande société qui redeviendrait une petite que pendant 2 exercices consécutifs. Le but, c'est vraiment cette cohérence et de dire, mais si jamais on a une année exceptionnelle et qu'on dépasse pour une année, on ne va pas automatiquement l'année d'après considérer que la société franchit le seuil. Et si on a donc pendant 2 exercices consécutifs des critères qui sont les mêmes, qui font qu'on était 2 fois une petite société ou 2 fois une grande, eh ben, la modification, si modification il y a, elle va s'appliquer à partir de l'exercice qui suit. Euh, il y a une exception, c'est ben, pour le premier exercice, on va demander à ce moment-là de faire une estimation de bonne foi en début d'exercice, notamment par rapport aussi au plan financier. D'où l'intérêt d'avoir un plan financier solide, bien réfléchi pour pouvoir, dès le début, apprécier correctement les critères. Euh, Si on prend un exemple, et c'est un exemple qui est pas, qu'on n'a pas sorti, qu'on n'a pas inventé, puisqu'il ressort d'un avis de la CNC, de la Commission des normes comptables, on a 2 cas de figure. Alors, quand vous avez à chaque fois, enfin, je vous ai mis la légende en dessous, le cas de figure où plus d'un critère est dépassé ou le cas de figure où moins d'un critère est dépassé. Donc, de certaine manière, le cas de figure où on considère que c'est une grande société ou pas. Alors,
Ici, on part du principe qu'en année N, chaque fois notre société était petite. Euh, je prends l'exemple du haut, donc le premier exemple, ben, en année N, on avait moins d'un critère qui était dépassé, on était petite. Puis l'année d'après, on n'a plus d'un critère. Mais à ce moment-là, il y a encore rien qui bouge. Puis l'année d'après, on a à nouveau moins d'un critère. Et vous voyez, en fait, d'une manière très synthétique, si vous prenez le pas de regarder les 8 années, que chaque année, on va avoir plus d'un critère, moins d'un critère, plus d'un critère, moins d'un critère. Donc, on ne va jamais avoir 2 années avec soit plus d'un critère qui est dépassé durant 2 années consécutives ou 2 années consécutives où moins d'un critère est dépassé. Ça signifie que dans ce cadre-là, la société va rester une petite société pendant toute la période. Hein, puisqu'au niveau du principe de cohérence, on l'a bien dit, il faut que pendant 2 années consécutives, on ait un dépassement ou qu'on soit en dessous. Bon, de toute façon, ici en dessous, ça n'aurait rien changé puisqu'on était déjà une petite. Mais en tout cas, on n'a pas de dépassement pendant 2 années consécutives. Et donc, cette société va rester considérée comme petite, même si, on le voit ici, on a, en calculant rapidement, on a 4 années où on a dépassé. Mais comme aucune de ces années ne suivait l'autre, eh ben, on considère qu'on est une petite. Par contre, si vous prenez l'exemple juste en dessous, là, on s'aperçoit qu'on va avoir à ce moment-là euh, un dépassement pendant, alors regardez, donc on était une petite société, on avait moins d'un critère, puis pendant 2 années, on va avoir le dépassement. Donc vous voyez, en N plus 1, N plus 2, on n'a plus d'un critère qui est dépassé. Ça signifie qu'en N plus 3, la société devient grande. La société restera grande en N plus 4. Pourquoi en N plus 4, elle reste grande? Parce qu'à ce moment-là, même si en N plus 4, même si en N plus 3, on avait moins d'un critère qui était dépassé, on doit tenir compte des 2 années précédentes. Et comme on n'a pas 2 années consécutives, elle restera grande. Par contre, en N plus 5, là, si on fait une rétrospective et qu'on regarde les 2 dernières années, donc la N plus 3 et la N plus 4, ben, on s'aperçoit qu'on avait moins d'un critère qui était dépassé. Donc à ce moment-là, on est redevenu une petite société. Et donc, c'est en N plus 5 que ça va à nouveau s'appliquer. Et donc là, on redevient une petite, etc. jusqu'à la fin, puisque par la suite, on n'aura jamais de dépassement à la hausse ou alors de dépassement, enfin, où on se situe en dessous, en tout cas, pendant 2 années consécutives. Voilà. Ça, c'est ce fameux principe de cohérence qu'on doit toujours avoir en tête lorsqu'on va apprécier si une société est une petite ou une grande société. J'espère que le schéma était assez clair. Euh, alors, je reviens un petit peu sur les relèvements de seuil, même si on l'a déjà dit, mais voilà, maintenant, on doit en tenir compte et les anciens seuils ne sont plus du tout applicables. Mais on- les seuils de base n'avaient pas été indexés pendant longtemps. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, l'inflation faisant que, on a beaucoup de sociétés qui sont passées en grandes sociétés juste du fait de cette inflation. Donc, c'est à ce moment-là que le législateur a décidé de rehausser, en tout cas, les seuils de chiffre d'affaires et de bilan. Donc, le chiffre d'affaires hors TVA à 11 250 000 et le total du bilan à 6 millions. Au niveau des ETP, ça n'a pas changé, on est toujours à 50. Par rapport à ces nouveaux seuils, on avait à la base, donc il était prévu que ces nouveaux seuils s'appliquent aux exercices qui commencent le 1er janvier 2024 ou après cette date. Euh, On avait prévu à ce moment-là, de base, que le principe de cohérence que j'ai expliqué juste avant était maintenu. Et donc, que si le respect ou le non-respect de ces critères comment dire, n'était applicable que si on avait un dépassement pendant 2 années antérieures. Et donc, on devait venir regarder en arrière ce qu'il en était pour savoir si on avait à ce moment-là un dépassement ou pas. C'est ce qui avait été retenu à la base, mais c'était très difficile à appliquer. Ça pouvait un peu fausser la donne. Du coup, ce qu'on est venu décider à ce moment-ci, c'est de dire, ben, on va, de manière exceptionnelle, par rapport à ces nouveaux critères, prévoir que si on a un exercice qui clôture après le 31 décembre 2023, ben, pour cette année-là, on va exceptionnellement pas tenir compte de l'effet différé, de l'effet différé, du principe de cohérence, pardon, qui est un peu la même chose. Voilà, donc à ce moment-là, on a dit de manière exceptionnelle, juste pour un exercice, on ne va pas en tenir compte. La conséquence, à ce moment-là, c'est que pour les sociétés qui ont clôturé, en tout cas pour le seul exercice clôturé après le 31 décembre 2023, pour le premier, ben, on a juste regardé ces nouveaux critères. Et si à ce moment-là, une société, par exemple, qui était considérée comme une grande parce qu'elle avait 5 millions de bilan et elle avait à ce moment-là 11 millions de chiffre d'affaires, elle va pouvoir être considérée comme une petite, juste parce qu'on a regardé juste sur une année.
lors de cette année. Elle sera considérée pour l'année d'après comme une petite société. Donc ça, c'est le régime qu'on a mis en place ici pour un peu éviter les effets liés à un changement en cours de période. Voilà. Bon, je vous explique ça maintenant. En réalité, le temps passe, on est en 2026, donc on n'est plus tellement impacté par tout ça, mais c'est pour comprendre aussi un peu la manière dont ont été mis en place ces nouveaux critères. Par contre, le principe de cohérence a redémarré par la suite. Donc, on a eu un exercice qui a été un peu gelé, mais par la suite, on doit à chaque fois regarder ce principe de cohérence pour déterminer si on est une petite société ou pas. Voilà, ça c'était la question du critère de taille en tant que tel, pour comprendre quand est-ce qu'on est une petite société, comment est-ce qu'on évalue ces chiffres. La question maintenant, c'est de se dire, OK, mais quid si j'ai une société qui est liée à d'autres? Hein, dans ce cadre-là, le Code des sociétés prévoit que on doit apprécier les chiffres de manière consolidée. Ça, c'est la règle générale. On verra après les quelques exceptions, etc. Donc, le code SC dit, OK, pas de souci, si vous êtes lié à d'autres sociétés, et on verra aussi également ce qu'on appelle des sociétés liées, vous devez apprécier ces critères de manière consolidée. Alors, on a deux méthodes pour déterminer les chiffres consolidés. C'est un choix. Et c'est un choix qu'on peut appliquer en principe à chaque évaluation chaque année. Le premier choix, c'est on fait une vraie consolidation. Donc, on va prendre les critères qu'on connaît, qu'on a vus avant, donc les 11 250 les 6 millions, et on va faire une vraie consolidation, c'est-à-dire qu'on va procéder à des éventuels retraitements par rapport aux opérations intra-groupe. Ça, c'est la première méthode. Si vous faites une conso vraiment assez approfondie. Si maintenant, vous ne faites pas cette consolidation, ou que vous estimez qu'elle peut un peu fausser la donne, etc., on a une méthode alternative, qui est une sorte de méthode forfaitaire, qui est de dire, pas de souci, à ce moment-là, on ne procède pas aux éliminations des opérations intra-groupe. Par contre, on peut venir rehausser le total du chiffre d'affaires et le total du bilan de 20%. Et donc, on va obtenir à ce moment-là les nouveaux critères qui sont de, ici, donc si on rehausse de 20%, de 13 500 000 et de 7 200 000 pour le bilan. Ça, ce sont les critères dont on va tenir compte pour déterminer si on est une petite société ou pas. Par contre, pour les effectifs moyens, on ne rehausse pas. Donc, pour les effectifs moyens, le seuil restera de 50. Et à ce moment-là, dans le cadre de sociétés liées, ben, on va juste venir ajouter le nombre de TP de chaque société. Alors, je vais après vous montrer, euh, pas tout de suite, mais après, il y aura quelques petits exemples pour un peu comprendre tout ça. Euh, Tout d'abord, il faut noter qu'au niveau du code des sociétés, juste du code des sociétés, cette obligation de consolidation, elle ne s'applique pas aux autres sociétés que les sociétés mères. Alors, la terminologie est assez étrange, mais pour le dire autrement, on ne l'applique que pour les sociétés mères. Donc, la société mère, c'est une société qui exerce, on le met ici, on verra ensuite, un pouvoir de contrôle sur les autres sociétés. On a une première exception qui est de dire, ben, dans le cas d'un consortium, toutes les sociétés membres du consortium sont assimilées à des sociétés mères de telle sorte que dans ce cadre-là, on va consolider au niveau de toutes les sociétés. On a une autre exception qui est de dire, ben, si on a constitué toutes des sociétés, enfin, on a lié des sociétés, etc., on a mis en place un schéma qui a le but d'échapper à certaines informations, donc on a peut-être splitté des sociétés, etc. Dans ce cadre-là, alors, ce sera inopposable, en tout cas au niveau de cette règle dérogatoire, et on devra consolider à tous les niveaux. Et, et c'est ici qu'on a la plus grosse différence et la plus importante. Lorsqu'on apprécie les critères de taille au niveau du code d'impôt sur le revenu, donc au niveau fiscal, cette fameuse dérogation qui est de dire mais la consolidation ne s'applique pas aux autres sociétés que les sociétés mères n'a pas lieu. Ça signifie donc, pour le dire autrement, qu'au niveau fiscal, on va consolider à tous les niveaux dans toutes les sociétés qui sont liées. Ça, c'est vraiment l'exception majeure et le gros point de différenciation entre les règles au niveau du code des sociétés et les règles au niveau fiscal. Et c'est quelque chose qui est totalement voulu aussi, peut-être pour les plus techniciens d'entre vous, puisque cette exception, on l'a mis ici, qui ne prévoit une consolidation qu'au niveau des sociétés mères, c'est l'article 1.24, paragraphe 7 du Code des sociétés. Et dès qu'on fait mention dans le Code d'impôt sur le revenu à l'article 1.24, on fait toujours mention de l'article 1.24, paragraphe 1 à paragraphe 6. Donc, le législateur fiscal a expressément voulu ne pas prendre en compte cette règle d'exception du paragraphe 7. C'est vraiment intentionnel à ce niveau-là de la part du législateur fiscal.
Alors, je reprends déjà un petit exemple ici d'une différence entre la consolidation du coup au niveau des droits des sociétés et au niveau fiscal. Donc, on a un schéma ici, on a une société mère qui a une filiale qui a elle-même une filiale. Au niveau du droit des sociétés, ben, on dit il y a que les sociétés mères qui doivent consolider. Alors, on a tout d'abord la société mère, tout en haut ici, celle que vous voyez, qui va consolider avec sa filiale et la filiale de la filiale. Hein, puisque c'est la société mère, elle doit reprendre tout ce qu'il y a en dessous. Ensuite, on a la filiale. Alors, vous allez dire, oui, mais on a dit que c'est que les sociétés mères. Oui, ici, on a dit que la filiale, c'est la filiale de la mère. Mais entre-temps, la filiale est elle-même mère de sa propre filiale. Et donc, on va devoir ici consolider avec ces deux entités-là pour déterminer si les critères sont dépassés ou pas. Donc, vous voyez ici qu'il faut toujours être attentif en considérant qu'une société mère, c'est une société qui contrôle d'autres sociétés. Et donc, on peut en effet à la fois être filiale d'une société et mère dans une autre optique. Ça, c'est assez important aussi d'avoir cette considération en tête. Par contre, au niveau fiscal, bah, la règle est plus simple. Au niveau fiscal, on a dit, on n'a pas cette dérogation pour les sociétés qui ne sont pas des sociétés mères. Donc, au niveau fiscal, on prend tout le paquet de sociétés, tout le groupe, et on consolide. C'est plus simple, mais les conséquences sont aussi plus importantes puisqu'on a toute une série de sociétés qui, individuellement ou avec leurs propres filles, sont des petites sociétés, qui vont devenir des grandes sociétés et qui, à ce moment-là, n'auront plus droit à toute une série de mesures qui feront l'objet de la troisième partie ici, qu'on examinera ensemble. Donc, vous voyez que c'est, bon, d'une certaine manière, c'est un peu budgétaire, on peut le dire comme ça. Alors, ici, j'ai un exemple avec un petit groupe de sociétés et on va regarder si on apprécie les chiffres de manière consolidée ou si on apprécie les chiffres de manière agrégée pour voir quelles sont les conséquences. Alors, bon, je ne vais pas vous refaire tous les chiffres, mais retenez juste ici que on a un groupe avec une mère, trois filles, dont une fille a elle-même une fille, qui ont des chiffres de manière consolidée, mais avant élimination des intercos et des intragroupes, un chiffre d'affaires consolidé de 12,5 millions, un total du bilan consolidé de 9,1 millions et des ETP pour 20. On a prévu ici, bon, c'est nous qui avons fait le choix à ce niveau-là, d'avoir des retraitements en termes de CA de 1 million et de bilan de 3 millions. Et donc, on va se retrouver ici avec des chiffres post-consolidation de 11,5 millions au niveau du CA, de 6 millions au niveau du bilan et de 20 ETP. Alors, pour rappel, à gauche, on a repris les critères de base. Donc, dans ce cadre-ci, puisqu'au niveau de la mer, on doit consolider avec tout le monde et qu'on a fait une conso sans méthode agrégée, mais sur base des retraitements effectifs, ben, la mer sera considérée comme une grande société, puisqu'elle remplit, elle dépasse ici euh, plus d'un des critères, puisqu'elle a le chiffre d'affaires qui excède et le total du bilan qui excède, mais pas les ETP. Par contre, au niveau de chacune des filiales, ben là, on doit regarder, par exemple, F1, la filiale 1, elle est mère avec petite filiale 1, mais ensemble, elle ne dépasse pas plus d'un des critères, donc ce sont tous les deux des petites sociétés. L'autre filiale également, on l'apprécie de manière globale et la troisième filiale également. Donc vous voyez ici que on a une société qui sera considérée comme une grande et les autres pas. Par contre, au niveau fiscal, ici, on va considérer l'ensemble et donc dans ce cadre-ci, on va se retrouver avec chaque société qui sera considérée comme une grande et donc on ne pourra pas appliquer les mesures. Par contre, si on prend ici la méthode agrégée, et donc on majore de 20%, euh, on va se retrouver ici dans un autre cas de figure. J'ai pris les mêmes exemples. Alors, je suis désolé, je vois que... Ah, voilà. Ah oui, désolé, j'avais les... Voilà, ici, c'est plus clair comme ça. Ben, dans ce cadre-ci, donc, vous voyez que les chiffres sont les mêmes. J'ai mis les retraitements à titre informatif, mais on ne va pas les appliquer puisqu'on a décidé de prendre la méthode agrégée. Et la méthode agrégée, pour rappel, on a un CA de 13,5 millions un total bilan de 7,2 millions et des ETP de 50. Donc ici, si on prend cette méthode, on n'a pas plus d'un critère qui est dépassé. Et donc l'ensemble sera considéré comme une petite société, dont la société mère qui était auparavant considérée comme une grande. Donc vous voyez que ça vaut la peine de faire le double exercice pour déterminer si on utilise ce sort de forfait, on va dire, ou c'est cette méthode agrégée, ou si on procède à des retraitements effectifs. Ça vaut la peine de comparer pour savoir si on est encore une petite société ou on ne l'est pas. Euh, Ici, bon, c'est juste pour rappeler un peu en termes de timing comment ça se passe. Ben, si on a un lien qui est établi en cours d'exercice ou un lien qui disparaît en cours d'exercice, ben, on doit prendre le chiffre d'affaires
pour la totalité de l'année, hein. Donc il y a un effet ici assez immédiat à ce niveau-là. On doit pas, on doit tenir compte de tout le chiffre d'affaires de la société qui, par exemple, intègre ou sortir tout le chiffre d'affaires de la société qui disparaît, puisque c'est vraiment à la date de clôture qu'on va apprécier s'il y a le lien ou pas. Voilà, ici c'est un peu la même chose qu'on raconte. Donc je vais pas passer autant sur ce slide. Et alors ici, ben, on rappelle juste que au niveau fiscal, en tout cas, mais ça voilà aussi, si on a eu une différence et donc on a une société qui est rentrée ou sortie, on va en tenir compte du coup à la fin de la période, mais également pour les années antérieures. Donc on va tenir compte de ce nouveau schéma pour les années antérieures. Donc si une société est sortie, ben, on va la sortir également pour les années antérieures. Ça c'est assez important aussi. Il faut que ce soit cohérent puisqu'on apprécie un groupe selon les éléments, les sociétés qui le composent effectivement. Donc on a pris ici l'exemple, ben, une société X qui n'est plus liée à la société Y au 31 mars 2019, date de clôture du bilan. À ce moment-là, on sort les chiffres de Y lors de l'évaluation de X, mais on les sort également pour les périodes, les 2 années antérieures, hein, donc au 31 mars 2019, mais également pour les années antérieures. Voilà. Voilà. J'ai pris les chiffres ici, ce sont les chiffres du ruling, donc on les a pas, les périodes en tout cas, on ne les a pas inventées. Ouais, ici, on a un petit exemple assez pratique juste pour montrer. Ben, on dit, voilà, on a la holding qui a deux filiales, A et B, qui ne dépassent pas plus d'un critère. On dit que ici, dans le premier cas, en 2022, la holding, c'est ses deux filiales. Ben, on explique juste, du coup, qu'en 2022, on va juste prendre les chiffres de H de manière isolée et ce sera de même pour 2020 et 2021 pour déterminer à ce moment-là si on a franchi les critères ou pas pour déterminer les critères de taille. Et idem dans le cas 2, ici on a juste vendu une filiale et donc on ne tiendra compte que des chiffres de H et de la filiale qui restent, et ce, idem pour les années 2020 et 2021. Vous voyez ici que à ce niveau-là, rien n'a vraiment changé. Euh, on continue. Une question qu'on n'a pas encore parcourue ensemble, c'est de se dire, OK, mais c'est bien beau. Ici, on a parlé des sociétés, la nécessité de consolider lorsqu'on a des sociétés liées, mais on n'a pas dit c'est quoi les sociétés liées. Alors, les sociétés liées, ben, les définitions sont données par le Code des sociétés. C'était auparavant, donc la petite société était l'ancien article 15 du Code des sociétés. Et alors, on avait tous des articles précédents ou qui suivaient qui étaient relatifs à cette définition de société liée. Ici, dans le nouveau Code des sociétés, c'est le livre 1. Et ici, c'est l'article 1 à 20 qui reprend la définition d'une société liée à une autre société. Alors, on a plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est les sociétés sur lesquelles la société exerce un pouvoir de contrôle. On verra juste après c'est quoi un pouvoir de contrôle. L'autre cas de figure, c'est les sociétés qui exercent un pouvoir de contrôle sur elles-mêmes. Donc vous voyez qu'on va regarder par rapport à une société le contrôle vertical vers le haut ou vers le bas. On va venir regarder toutes les sociétés qui se trouvent dans cette ligne. Ensuite, on va avoir également les sociétés avec qui elles forment un consortium. Le consortium, c'est très particulier. On verra après quelle est la définition du consortium. Et enfin, ben, on a toutes les sociétés par rapport à donc, la société dans laquelle j'apprécie les critères pour savoir si j'ai des sociétés qui sont liées à la mienne. Ben, c'est toutes les sociétés qui sont elles-mêmes contrôlées par d'autres sociétés qu'on a dans les points visés ci-dessus. Donc, si par exemple une société sœur, c'est une société qui est liée parce que ma société mère contrôle, donc qui me contrôle également cette société. Donc, elle est liée aussi à cette société sœur. Voilà, ça, c'est les 4 points pour savoir si on a une société qui est liée à ma société. On doit à chaque fois regarder ces éléments et regarder si on est dans le cas de figure, oui ou non. Alors, en termes de contrôle, et c'est ça la notion essentielle, ben, on peut avoir deux types de contrôle. On a le contrôle en droit et on a le contrôle en fait. Alors, le contrôle en droit, c'est le pouvoir, enfin, c'est la faculté de prendre une décision ou d'exercer une influence décisive sur ben, notamment les nominations et de la majorité des administrateurs ou des gérants, hein, ce qui est normal. Si on peut nommer tout le monde, c'est qu'on a un contrôle, ou sur l'orientation, la gestion, la stratégie, etc. de la société. Là, si on peut le faire, c'est qu'a priori, on a un contrôle sur la société. Euh, on a certains cas de figure pour lesquels on va présumer de manière irréfragable, donc ça veut dire qu'on ne peut pas apporter la preuve du contraire, qu'on a un contrôle de droit. Alors, on peut avoir ici la majorité des droits de vote, très simple, ouais, c'est pas compliqué. On a 55% des droits de vote, a priori on a un contrôle de droit, même si dans certains cas de figure on ne peut pas tout faire non plus, puisqu'on sait que certaines modifications statutaires nécessitent un peu plus.
Si on a le pouvoir de nommer la majorité des administrateurs, on a aussi un contrôle de droit à ce niveau-là. Si on a des statuts ou des conventions qui prévoient et qui encadrent un peu les règles entre actionnaires et qui prévoient qu'ensemble, on peut avoir un pouvoir de contrôle. Euh, donc voilà, ce sont tous des types d'accords qui peuvent faire en sorte qu'on a un contrôle qui ne peut pas être démontré par une autre preuve. Et alors, on a le contrôle conjoint aussi. On a repris ici quelques cas de figure de contrôle direct ou indirect, hein, parce qu'on peut avoir des contrôles qui sont exercés en direct. On a le premier cas de figure, on a 51%, pas compliqué, majorité de droits de vote, on a contrôle. On a le deuxième cas de figure, ben ici, hein, on a un contrôle indirect, puisqu'on n'a que 5% en direct dans F1, mais par contre, on a en fait les 50% via F2, parce que F2, on a un contrôle déjà sur F2 à 80%, donc du coup, on exerce tous les droits de vote, et donc, avec les 5% en plus les 50, on est à 55, on est dans le cadre d'un contrôle. Et alors, enfin, on a le dernier cas de figure de la petite fille qui est contrôlée par M, puisque M contrôle F2, qui elle-même contrôle la petite fille. Et donc, on a à nouveau ici un contrôle de l'ensemble par la société mère. Voilà, ce sont des petits exemples assez simples. Bon, dans la pratique, c'est pas toujours aussi simple, hein, on s'en doute. Mais bon, voilà, on n'a pas le temps de voir tous les cas les plus complexes ici. C'est pas l'objet non plus. Et donc, on parlait ben, de contrôle conjoint. Ici, on a le cas de figure d'un contrôle conjoint où on a des accords entre associés qui ont convenu d'ensemble exercer la gestion, ou en tout cas de prendre les décisions qui sont relatives, ben, on met ici à l'orientation, la politique, la stratégie, la gestion de la société, et selon lequel on ne peut pas prendre de décision sans qu'ils soient tous d'accord. Et alors, on a quelques petites précisions de la Cour d'appel de Bruxelles qui rappellent ce qu'on entend ici par un contrôle conjoint et qui dit ben voilà, il faut que l'accord soit forcément contraignant. Sinon, ça n'a pas de sens, parce que s'il n'est pas contraignant, on n'a pas de contrôle plus qu'un peu du jour au lendemain d'ici et qu'il n'a plus envie de le suivre. Qui les conclut par un nombre limité d'associés, qui du coup peuvent exercer ce contrôle, qui porte sur la gestion. Ça peut pas être sur d'autres choses, ça peut pas être sur les relations entre actionnaires, c'est vraiment sur la gestion de la société, et qui a en principe été conclu au plus tard au moment de l'acquisition et pas par la suite des actions. Voilà, ça c'est pour un peu aider à savoir si on est dans le cadre d'un contrôle conjoint ou pas. Euh, et alors, ben, le contrôle de fait, c'est tout autre contrôle. Donc, on n'est pas dans les cas de figure que j'ai exposés avant. Et dans ce cadre-là, on sera dans un contrôle de fait. Et alors, on a une présomption qui est non irréfragable. Donc, on peut renverser lorsqu'on a un associé qui, durant les deux dernières assemblées générales, a exercé la majorité des droits de vote. Typiquement, une société où la moitié peut-être pas, ou en tout cas une grosse partie des actionnaires ne vient pas, et du coup, un actionnaire qui avait peut-être pas forcément la majorité se retrouve à pouvoir décider de tout parce qu'au fait, avec tous ceux qui viennent pas et qui n'ont pas donné procuration, ben en fait, il a la majorité. Et donc là, on aura alors un contrôle de fait à ce niveau-là s'il a réussi à faire ça pendant deux fois. Et donc, si c'est le cas d'une société, ben on va devoir apprécier, alors on va devoir considérer qu'elle est liée et commencer à consolider pour apprécier les critères de taille. Donc, vous voyez ici que euh, tout ça est à nouveau juste pour apprécier ces fameux critères de taille. Critères de taille. Euh, et alors, ben, dernier point pour la partie 2, on a ici le cas du consortium, qui est le cas de figure où ben, on a des sociétés qui sont pas filiales ni quoi que ce soit, donc elles ne sont pas liées en termes de contrôle de droit ou de fait, mais par contre, elles sont placées sur une direction unique. J'ai repris ici un petit cas de figure. Ben, on a en fait deux sociétés qui entre elles n'ont pas de lien juridique, ou en tout cas pas de lien de participation, mais on a trois personnes qui administrent chacune de ces sociétés. Elles sont dans le cadre d'un consortium parce que la gestion est réalisée par les mêmes personnes. Et dans ce cadre-là, le consortium, on va encore plus loin que pour les autres sociétés, puisque même le code des sociétés rappelle que dans le cadre d'un consortium, on a une obligation de consolider de manière totale pour chacune des sociétés. Chacune est considérée comme une société mère, et donc on doit, dans tous les cas, apprécier les critères pour chacune d'elles. De même que, et je le mets ici, pour leurs filiales, hein. Du coup, si on a chez chacune des sociétés du consortium qui a plusieurs filiales, on va à chaque fois reprendre l'ensemble pour tout le monde. Donc, vous voyez que dans le cadre de consortium, ben, on y va assez. On peut vite avoir des chiffres qui vont devenir assez importants et beaucoup de sociétés qui peuvent rentrer dans cette catégorie. Mais c'est clair que le consortium d'expérience, c'est la notion la plus compliquée, la plus sujette à interprétation. On est jamais vraiment certain de savoir est-ce qu'il y a une direction unique, pas une direction unique, dans quel cas on est ou pas. Voilà, c'est très technique, ce genre d'intégration horizontale, et il faut vraiment faire des analyses en général un peu plus approfondies.
Je l'avais mis ici, ça vient du code des sociétés. On a de manière irréfragable, on est présumé avoir un consortium lorsque les dispositions statutaires des sociétés prévoient que ce sont les mêmes euh, organes de direction, ou alors lorsque les organes de direction sont composés majoritairement des mêmes personnes. À ce moment-là, on va considérer que les sociétés font partie d'un ensemble, d'un consortium et qu'on doit apprécier de manière globale. Et alors, on a une présomption, mais qui peut le renverser, qui est de dire si la majorité des actions est détenue par les mêmes personnes ensemble, donc pas une personne, mais plusieurs personnes ensemble, ben à ce moment-là, on va présumer qu'on a un consortium. Bon, voilà, c'est le cas apparemment avec des personnes physiques qui sont dans plusieurs sociétés, mais pas dans toutes, etc. Là, on doit vraiment regarder s'il n'y a pas à un moment un petit lot de personnes qui se dégagent et qui, au final, détient la majorité des actions un peu partout. Et dans ce cadre-là, on va présumer qu'il y a consortium. On peut toujours démontrer que ces personnes n'ont rien à voir, ne font rien entre elles, pour prouver qu'elles ont beau être un peu les mêmes partout, il n'y a vraiment aucune cohésion, on va dire, à ce niveau-là, et qu'il n'y a pas de consortium. Mais voilà, il faut prouver le contraire. Voilà, première partie, assez dense. Première petite question avec le sondage. C'était par rapport à ces nouveaux seuils et ce principe de cohérence, hein. Donc, je l'avais bien expliqué, on a eu les nouveaux seuils et donc à ce moment-là, on a peut-être vu les choses un peu différemment par rapport à ce principe de cohérence. Euh, Voilà, je vais vous laisser sonder. Je vois si je peux passer les slides. Je ne suis pas sûr que je puisse le faire pendant le sondage. Je regarde. Ah si, voilà. Bah, écoutez, je vous laisse encore répondre un peu au sondage. Et le temps que vous y répondiez, je vais passer à la dernière partie, mais qui présente pas mal de temps aussi, qui nous amènera jusqu'à la fin du webinaire, qui est le volet, alors le volet fiscal. Mais les plus aguerris d'entre vous vont, ou les plus attentifs en tout cas, vont me dire, attends, le premier slide, il n'y a pas de la fiscalité, c'est vrai. On a juste fait un petit aparté à ce niveau-là, pour peut-être rappeler qu'au niveau du code des sociétés, il y a aussi un impact au niveau de la taille, puisque ben, seules les grandes sociétés, donc celles qui ne sont pas des petites, sont tenues de déposer des comptes annuels en schéma complet, de déposer un rapport de gestion de manière obligatoire et de nommer un commissaire au compte. Les sociétés qui ne sont pas des grandes sociétés, à ce moment-là, n'en ont pas l'obligation, peuvent toujours le faire de manière spontanée. Mais voilà. Et par contre, on rappellera aussi à ce niveau-là ben, que dans une petite société, le contrôle qui à la base est voué au commissaire dans une grande société est alors laissé à la charge de chaque associé qui peut à ce moment-là se faire accompagner d'un expert externe pour procéder au pouvoir d'investigation qu'a un commissaire. On le rappelle parce que c'est quelque chose qui est assez vite oublié et il peut arriver qu'on ait plusieurs actionnaires dans une société, que l'un décide à un moment de dire, OK, moi j'ai quand même envie de procéder un peu à mon petit audit, entre guillemets. Voilà, mais on ne va pas aller plus loin non plus à ce niveau-là. Alors, au niveau des conséquences fiscales du critère de taille, et donc surtout de savoir ben, est-ce qu'on a une petite société et quelles sont les conséquences, on a ici identifié les mesures les plus courantes. Alors, on ne prétend pas être exhaustif. Il y a probablement aussi d'autres mesures par-ci, par-là où le fait d'être une petite société a un impact, mais en tout cas, on a repris celle qu'on voit le plus souvent. Bon, la liste est là. Je ne vais pas la lire puisque de toute façon, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir les points un par un. Euh, Ouais, la première, le premier régime fiscal pour lequel le fait d'être une petite société a un impact, c'est simplement la question du taux d'impôt des sociétés, puisqu'on sait qu'en Belgique, on a un taux ordinaire d'impôt des sociétés à 25%, mais qu'on a la possibilité de revendiquer un taux réduit à 20%, pour autant qu'on remplisse toute une série de conditions. Et parmi ces conditions, ben, la première, c'est qu'il faut qu'on soit une petite société. Alors, je précise, on l'a mis dans les slides, je précise aussi que ce taux de 20% ne s'applique de toute façon qu'à une première tranche de revenus imposable de 100 000 euros et qu'au-delà, de toute façon, c'est le taux de 25% qui s'applique. Mais voilà, donc ici, ce taux préférentiel ne s'applique qu'aux petites sociétés. Donc, si on est dans le cas de figure d'une grande société, même, je rappelle qu'au niveau fiscal, on consolide pour tout le monde, donc on a la société qui est tout en bas, ben, on va de toute façon devoir retenir un taux ordinaire de 25%. Alors, en réalité, étant donné que si une société est détenue à plus de 50% par une autre société, elle est d'office exclue du taux. Ben, dans le cadre de mon exemple juste avant, j'ai dit, bah oui, si on a une filiale qui est vraiment tout en bas et qu'elle a des chiffres qui font que individuellement c'est une petite société, mais qu'elle est dans un ensemble où elle est considérée comme une grande, puisqu'on doit consolider, de toute façon, ça n'a pas d'importance, puisqu'elle est
de facto exclue parce que, et je l'ai mis ici, il y a d'autres cas d'exclusion, elle est détenue à plus de 50% par une autre société. On a aussi, et je vais parcourir un peu ces cas d'exclusion tant qu'on est dans le taux réduit, les sociétés financières dont les participations excèdent 50% de la valeur du capital libéré et des réserves taxées. Dans ce cadre-là, on va aussi exclure du taux réduit ces sociétés-là. Et alors, ben, on a la mesure qui risque de changer assez rapidement, puisqu'on a la question de la rémunération minimale. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. On sait que si on veut bénéficier, en tout cas, on sait on dit assez vite que si on veut bénéficier du taux réduit à l'impôt des sociétés, on doit avoir un dirigeant d'entreprise qui a une rémunération d'au moins 45 000 euros ou égal au bénéfice imposable s'il est inférieur. Alors, par bénéfice imposable, on entend le montant sur lequel l'impôt est effectivement calculé. Donc, après déduction de tous les RDT, les pertes reportées éventuelles, etc. Donc, c'est vraiment le montant sur la base duquel on va calculer l'impôt. Alors ici, ça ne vaut pas durant les 4 premières années, je rappelle, sauf si on poursuit une activité antérieure. Euh, le point important, et c'est pour la raison pour laquelle on en reparle aussi maintenant, ben, on a un projet de loi qui a été déposé déjà fin décembre 2025 et qui a connu un petit boost, on va dire, depuis 2, 3 semaines, puisque la fameuse loi sur le budget avec notamment les modifications du VPRBIS a enfin été passée. Ça veut dire qu'au niveau du législateur et des organes de l'État, on a eu un peu plus de temps pour se repencher sur les autres projets de loi en cours. Ben, la fameuse rémunération de 50 000 euros, cette loi commence à reprendre un peu de l'énergie et les articles ont été, il y a une première salve d'articles qui ont été déjà adoptés. Alors, on a eu entre-temps d'autres amendements, donc on va voir vers quoi on se dirige, mais il y a des grandes chances que ça soit quand même d'application assez rapidement. Donc, pour rappel, le but, c'est de venir après, à terme, indexer cette rémunération minimale qui donc passerait là à 50 000 plus ou moins, mais après, chaque année, elle augmenterait selon l'indexation fiscale habituelle. Et le deuxième point, on verra entrer simultanément, c'est le fait de dire, ben, si on veut bénéficier du taux réduit, on ne peut pas avoir des ATN, des avantages de toute nature calculés de manière forfaitaire, qui excèdent 20% de la rémunération totale. Alors, ça ne vaut que pour les ATN forfaitaires. Donc, les cotisations sociales, par exemple, ne rentrent pas en considération parce l'ATN est calculée sur base réelle. Par contre, ça vaut pour les ATN voiture et l'ATN logement, hein. Ce sont en général les deux plus gros ATN. Enfin, les voitures, ça dépend évidemment si vous avez une électrique. En général, l'ATN est assez bas. Mais par contre, si vous avez un véhicule diesel, essence d'une certaine valeur catalogue qui émet pas mal de CO2, vous avez plus de chances d'avoir un ATN assez élevé. Et donc, à ce moment-là, euh, eh ben, si ces ATN représentent plus de 20%, calculés forfaitairement, représentent plus de 20% de la rémunération, on aura de facto pas droit au taux réduit. Et donc ça, retenez que ça avance beaucoup plus vite qu'on le croit et qu'il y a des chances que ça passe assez rapidement. Voilà. Prochaine mesure, donc on a parlé du taux réduit. Prochaine mesure au niveau des versements anticipés, retenez juste bah, que les majorations ne s'appliquent pas pour les petites sociétés durant les 3 premiers exercices à compter de leur constitution. C'est le seul point pour lequel le fait d'être une petite société a un impact. Et donc pour une grande société, il y aura un impact immédiat des majorations. C'est tout ce qu'il faut retenir. Je ne vais pas m'attarder dessus. Autre point pour lequel être une petite société, c'est pas mal, c'est la déduction pour investissement. Pour rappel, la déduction pour investissement, l'idée est de dire bah, on va pouvoir déduire de sa base imposable un certain pourcentage des investissements réalisés durant la période imposable, euh, investissements qui doivent remplir toute une série de conditions. Le premier, c'est que c'est des actifs amortissables sur au moins 3 ans, qui sont acquis ou constitués à l'état neuf, donc pas les biens d'occasion, et qui sont utilisés exclusivement en Belgique pour pour l'exercice de l'activité professionnelle. Donc pas quelque chose de privé notamment. Si on remplit ces conditions, on a potentiellement droit de déduire une partie des investissements de sa base imposable. Alors, on a certaines déductions, donc on a toute une série de déductions, on a une sorte de déduction un peu ordinaire avec un taux de base, et après on a des déductions sur des thèmes spécifiques. Euh, Ici, on va regarder deux cas de figure qui occupent les petites sociétés ou les personnes physiques. C'est la déduction ordinaire, qui s'applique si on n'est pas dans le cadre d'une des déductions spécifiques où, en général, le taux est plus élevé. La déduction ordinaire pour 2026, on est à 10% de déduction pour investissement. Donc 10% des investissements réalisés durant l'année qui remplissent les conditions peuvent être déduits de la base imposable. Et donc, à 25% d'impôt, ça fait une réduction, entre guillemets, d'impôt, un bénéfice fiscal de 2,5% du montant. Après,
si on réalise des investissements dans des immobilisations en numérique, on a là, et qu'on est une petite société, on a ici une déduction qui est un peu plus élevée puisqu'elle est à 20% de la valeur de l'investissement. Euh, voilà, on a aussi dans ce cadre aussi quelques motifs d'exclusion si on a des investissements qui ne sont pas climat-friendly, on va le dire comme ça, et donc qui ne rentreront pas en compte. Mais donc voilà, ici, pour les petites sociétés et les personnes physiques, c'est deux régimes. Ça veut dire qu'une grande société ne pourra jamais revendiquer la déduction de base. Par contre, une grande société pourra revendiquer toute une série de déductions sur des thèmes très spécifiques. Je les remets ici, étant entendu que pour les petites entreprises, le taux est un peu plus élevé que pour les grandes entreprises. On a, par exemple, tous les investissements qui sont liés à l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, etc., des transports sans émissions de carbone, tout ce qui est respectueux de l'environnement, etc. Voilà, on a tous des thèmes pour les investissements pour lesquels on peut revendiquer une déduction pour investissement qui est plus élevée. Ici, ça s'applique à toutes les sociétés et pas uniquement aux petites sociétés. Et alors après, on a à nouveau une déduction spécifique pour des investissements en technologie qui sont possibles. Euh, Retenez en tout cas, et c'est le plus important par rapport au sujet du jour, que pour pouvoir revendiquer la déduction ordinaire, il faut qu'on se retrouve avec une petite société. Les grandes sociétés ne peuvent pas revendiquer la déduction ordinaire, qui au final est celle qu'on voit quand même assez souvent. Et n'oubliez pas que dans certains cas de figure, il y a des attestations, etc., des mentions, et on a toujours le relevé à faire, mais ça concerne plutôt les praticiens qui assistent à ce webinaire. Voilà, ça c'était pour la déduction pour investissement à avoir en tête. Et alors, ici, on passe au point suivant. On va reparcourir à nouveau, mais on se rend compte que c'est quelque chose dont on entend tellement parler que c'est un sujet à la mode, c'est le régime du VPR bis, qui permet d'avoir un taux de précompte mobilier sur des dividendes qui est réduit. Ici, le fait d'être une petite société a un impact si on est une petite société au moment de l'apport de l'année lors de laquelle, ou de l'année d'imposition lors de laquelle l'apport est effectué. Pas forcément après, mais au moment de l'apport. Par ailleurs, on a toute une série d'autres conditions. Alors, c'est en principe pas vraiment le sujet puisqu'on est là pour parler des critères de taille, mais j'aime toujours les rappeler parce que ce régime est un régime qui est quand même très avantageux, mais qui est soumis à beaucoup de conditions et on a tendance à les oublier. Donc, on l'a dit, la première condition pour bénéficier de ce régime, c'est que lors de l'apport, on était une petite société. Il faut que ce soit, par ailleurs, des sociétés nominatives, des actions nominatives émises à partir du 1er juillet 2013, que l'apport ait été émis en numéraire, pas en nature, en numéraire. Alors, j'ai mis uniquement les dividendes ordinaires, ou en tout cas, on va dire que ça ne s'applique pas aux dividendes qui sont distribués à l'occasion de la liquidation de la société. On sait que lorsqu'on liquide une société, ce qui excède le partage de le capital libéré est considéré comme un dividende. À ce moment-là, on ne peut pas retenir le taux VV per bis. Donc là, par contre, il vaut mieux distribuer un dividende juste avant pour revendiquer ce taux VV per bis. Ça ne vaut que pour des actions entièrement libérées. Euh, on doit avoir été propriétaire de manière exclusive et de manière ininterrompue des actions. Donc, si on a vendu les actions, ces actions-là ne sont plus éligibles au taux réduit, sauf certains cas de donation en ligne directe ou entre époux. Voilà. Attention, euh, la propriété, oui, quand je mets propriété exclusive, ça veut dire en pleine propriété. Mais donc attention que si on donne l'usufruit ou si on constitue des actions en démembrement de propriété, ces actions-là ne sont pas éligibles au régime du VPR bis. C'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier dans une optique de succession, euh, de planification plutôt successorale. On oublie ce point-là. Donc, soyez-y attentifs. Et autre cas d'exclusion qu'on a tendance à oublier, si on s'amuse à faire des petites actions avec des droits préférentiels, ces actions-là n'ont également pas droit au régime préférentiel du VPR bis. Il faut que ce soit des actions sans droit de préférence. Et donc, on ne peut pas, si on crée des actions qui ont plus de droits au capital, elles ne sont pas éligibles. Voilà. Donc, par rapport à The Perbis, ah oui, et les taux peut-être aussi à rappeler, n'oubliez pas que le taux a changé. Il est passé de 15 à 18% pour les dividendes distribués à partir du 1er juillet 2026. Mais, autre changement qu'on a tendance un peu à occulter, on a le taux de 20% qui était applicable pour les dividendes qui sont à distribuer à partir du deuxième exercice comptable suivant celui de l'apport. Ça ne vaudra plus pour les nouvelles actions qui ont été émises après le 1er janvier 2026. Par contre, ça vaut encore pour les anciennes. Et donc, pour ces anciennes actions, on va avoir deux taux qui vont se superposer.
20% pour les répartitions du deuxième exercice qui suit celui de l'apport et 18% pour la répartition du troisième exercice et après celui de l'apport. Mais donc, on voit ici qu'en réalité, on a plus que 2% d'écart pour un an de différence. Donc, ça vaut la peine peut-être de se replonger dans ce taux de 20% pour les actions qui ont été mises avant le 1er janvier 2026, parce que ça reste, enfin, on va dire, ça redonne plus d'attractivité à ce taux pour un petit delta de 2%. Donc voilà. Autre point pour lequel le fait d'être une petite société a un impact, c'est la question des réserves de liquidation. Alors pour les réserves de liquidation, bah, il faut qu'on soit une petite société au moment, lors de l'exercice pour lequel on va créer, constituer la réserve de liquidation et donc l'affecter dans un compte distinct du passif. Donc pour rappel, hein, ça signifie dans le cadre de la réserve de liquidation qu'on a du bénéfice de l'exercice et on décide de le transférer en tout ou en partie dans une réserve distincte qui sera maintenue dans un compte distinct du passif, moyennant le paiement d'une cotisation distincte de 10%. À ce moment-là, il faut, pour pouvoir constituer cette réserve de liquidation, qu'on soit une petite société au moment où on la constitue. Si on n'est pas une petite société, on ne peut pas constituer de réserve de liquidation. Euh, Par contre, ça s'apprécie à ce moment-là, pas par la suite. Donc, au moment de distribuer la réserve de liquidation, on ne regarde plus si on est une petite société ou pas. Euh, à ce moment-là, on a les nouveaux taux qui s'appliquent. Je les rappelle aussi parce que je me suis rendu compte, j'avais déjà fait un petit mémo il n'y a pas longtemps, que ce n'est pas encore totalement clair pour tout le monde. Et ici, on va vraiment dire, on a un régime si la réserve de liquidation était constituée pour un bilan clôturé au plus tard le 30 décembre 2025, ou si c'est pour un bilan 31 du 12 2025, ou tout ce qui suit. Dans le premier cas de figure, ben, on a les anciens taux qui s'appliquent toujours, donc 20% si on distribue avant 3 ans, 6,5 si on distribue entre 3 et 5 après 5 ans, et alors toujours 0 en cas de liquidation. Et après, ben, pour les nouvelles réserves de liquidation, dont celles qui viennent d'être constituées pour les 31 du 12 2025, on a 30% en cas de versement euh, avant les 3 ans. Donc vous voyez, même malgré 30%, c'est beaucoup, hein, parce qu'on a déjà payé les 10%, ils ne sont pas récupérables, donc ça fait 40 au total. Donc soyez bien attentifs à ça. Sinon, on a 9,8 si on distribue après 3 ans et on a toujours 0 si on distribue en cas de liquidation. Donc voilà, on le met ici. Ben, globalement, la charge, c'est comme pour le VPRBIS, elle passe de 15 à 18%. Et alors, on a une petite mesure anti-abus qui est spécifique, qui est venue un peu se glisser dans le code, qui est de dire, ben, si moi, j'ai quelqu'un qui a liquidé une société, mais qui, dans les 3 ans, exerce une fonction dirigeante dans une nouvelle société qui a une activité similaire, alors le fisc est en mesure de dire, hop, 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 attendez, votre boni de liquidation qui a été distribué à 0% puisque c'était prélevé sur des réseaux de liquidation, bah, je ne vais pas lui appliquer 0. Je ne vais pas considérer que ça sort des dividendes. Je vais réintégrer ça dans les dividendes. Et donc, en principe, je vais pouvoir le taxer à 30%. Donc ici, on a cette petite mesure qui vient un peu éviter les petites manœuvres qui visent à liquider une société pour reconstituer afin de sortir des grosses réserves taxées. Soyez-y attentifs. Même si avant, on avait déjà l'article 344, la disposition anti-abus générale, qui permettait à l'administration de venir un peu mettre son grain de sel dans tout ça. Euh, bon, ici, c'est un petit slide qui compare un peu les deux. Retenez juste de manière globale, ben, dans le cas du VPRBIS, l'avantage, c'est qu'on préfinance aucun impôt. Par contre, les sociétés sont les conditions sont beaucoup plus strictes et donc on ne peut pas avoir de cession, etc., d'actions. C'est quand même un peu plus compliqué et on a une petite période d'attente. Mais une fois qu'elle est écoulée, on distribue tout quand on veut, comme on veut, même si entre-temps, on est aussi devenu une grande société. Pour le cas d'une réserve de liquidation, ben, on a ce préfinancement, mais l'avantage, c'est qu'après, la réserve est constituée, et donc si on a des cessions, ce qu'on veut, ça n'impacte pas le taux préférentiel. On a juste une petite période d'attente qui, maintenant, de toute façon, est passée à 3 ans pour toutes les nouvelles réserves, donc ça va encore. Mais voilà, ça, c'est un peu les grosses différences à ce niveau-là. Euh, on le met également, ben, pour la réserve de liquidation, un transfert d'actions n'est pas un obstacle en tant que tel, mais bon, si on cède les actions à une société qui détient qui détient plus de 10% du capital, ben, ça n'a aucun sens. Parce qu'à ce moment-là, on a payé les 10% au début, sauf que de toute façon, le dividende, il est quand même exonéré dans le cadre du régime des RDT. Donc ça n'a aucun sens à ce moment-là. Donc soyons quand même attentifs
quand on restructure à ce niveau-ci, à qui on cède les actions par rapport aux réserves de liquidation qui ont déjà été constituées. Euh, il reste 5 minutes, bah, ce sera l'occasion de passer sur ce dernier point qui est un point assez méconnu, mais moi je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est vraiment une mesure qui est vraiment une belle mesure pour favoriser les entreprises débutantes, qui est le principe du tax shelter pour les entreprises débutantes ou pour les entreprises en croissance, on le verra après. Alors le but, et ici c'est le seul cas de figure où le fait qu'on soit une micro-société a aussi un impact, on le verra par la suite, mais le but c'est de dire, ben, si on souscrit à des actions, que ce soit en direct ou via un fonds dédié pour. On a des fonds dédiés pour le tax shelter, un peu des sortes de business angels et tout ça. On peut avoir droit à une réduction d'impôt de 30 ou de 45% par rapport à l'investissement qu'on a fait. Alors, on a toute une série de conditions. Il faut déjà que la société soit au moins une petite société. Ça ne vaut pas pour les grandes. Que ce soit une société qui soit située au moins ou en Belgique ou alors dans un autre pays européen avec un établissement en Belgique, qui doit avoir max 4 ans, puisque c'est pour les augmentations qu'on a eues dans les 4 premières années, et on doit avoir une attestation spécifique. Puis on a toute une série de cas d'exclusion pour des sociétés qui sont nées d'une restructuration, etc. Ou également pour les sociétés où ça ne vaut pas également pour le dirigeant de la société. On doit avoir un apport en numéraire. Voilà, on a toute une série de conditions. Le but, c'est pas d'aller trop dans le détail. Moi, je veux juste vous rappeler la mesure de manière assez générale. La mesure, ben, c'est la suivante, c'est de dire euh, on a un avantage fiscal de 30% si la société est une petite société ou de 45% si c'est une micro-société du montant qu'on a investi. Étant entendu qu'on ne peut pas investir plus de 100 000 euros dans la société en question et que suite à cet investissement, on ne peut pas avoir plus de 30% du capital de la société. Si on a un peu plus, ben, une partie du montant qu'on a investi ne sera pas éligible au tax shelter. Mais c'est vraiment quelque chose qui est important hein, parce que ça permet de bénéficier d'une belle réduction. Hein. Pour des toutes petites sociétés, c'est 45% de réduction d'impôt, donc de réduction d'impôt à l'IPP. Donc on vient vraiment avoir cette réduction. Alors le seul problème qu'on a pour l'instant, c'est que, et ça va être maintenu, c'est que cette réduction d'impôt n'est pas un crédit d'impôt. Donc si on n'a pas assez d'impôt sur lequel l'imputer, on ne peut pas avoir un remboursement. Donc il faut bien calculer, notamment si vous avez vous-même ou un client procède à un tax shelter, ça vaut la peine de regarder quel sera le montant de la réduction et de s'assurer qu'on a une rémunération qui est suffisamment haute que pour couvrir toute la réduction d'impôt. Ça permet de sortir un peu de cash de sa société à très faible taxation. Et alors, ben, on doit conserver ces actions pendant au moins 48 mois. Hein. Le but, c'est pas de faire du spéculatif, c'est d'avoir un investissement sur du long terme. Et alors, ben, ça vaut également, donc on a dit tax shelter pour les sociétés durant les 5 premières années. Ça vaut également, les 4 premières années, ça vaut également pour les entreprises en croissance à partir de la 5e jusqu'à la 10e année, pour laquelle on a un système un peu similaire, mais ici la réduction d'impôt, elle est que de 25%, que, entre guillemets, c'est toujours avantageux. Et alors, ben, les sociétés ici doivent remplir toute une série de conditions, dont le fait d'avoir au moins 10 ETP et d'avoir un chiffre d'affaires qui croît d'au moins 10% par année. Euh, voilà, mais donc pour des sociétés qui sont en croissance, qui veulent faire des levées de fonds, si vous avez un de vos clients qui à un moment se dit, bah, moi je ferais bien une levée de fonds et j'ai potentiellement des gens qui seraient intéressés par rejoindre, qui ne sont pas dirigeants de la société, c'est un vrai mécanisme, un vrai levier de croissance que de venir proposer ce tax shelter pour pouvoir attirer beaucoup plus facilement des fonds, puisque les personnes qui vont investir ont un réel avantage et une belle réduction d'impôt à la clé. Voilà. Si vous avez des clients, vous voyez, qui sont un peu dans ce cas de figure, pensez-y. C'est trop méconnu et ça vaut vraiment la peine. C'est un très très bel outil qui, a priori, n'est pas dans le viseur du législateur. Profitons-en. C'est c'est rare. Euh, voilà. Bah, écoutez, ici, c'est pas très important. Retenons juste de manière très synthétique et je clôturerai l'exposé dessus parce qu'il reste une minute que il y a une corbeille fiscale qui vise à interdire de déduire toute une série d'éléments, dont les pertes reportées, dont les déductions pour RDT reportées, sur une partie du bénéfice du bénéfice imposable qui excède 1 million. Dans ce cadre-là, on a d'une certaine manière que 30% de ce bénéfice qui sera d'office taxable. Et donc voilà. Ça, c'est le régime de la corbeille fiscale, du panier fiscal. Retenez juste que pour une petite société, ça ne s'applique pas durant
quatre premières années, les quatre premiers exercices. Bon, sachant que pour une petite société, avoir comme ça un chiffre d'affaires un bénéfice pardon, imposable de plus d'1 million, il faut déjà qu'on ait une sacrée licorne ou en tout cas une sacrée société en croissance qui va très très vite. C'est quand même très très rare, donc voilà, c'est un peu symbolique, mais ça valait la peine de le préciser. Voilà, deuxième question. Il est 13 heures du sondage. Et pendant que cette question du sondage vous est posée, euh, je passe aux questions-réponses et je vais en profiter pour aller voir dans le chat s'il y a des questions. C'est pas le cas. Attendez, je regarde. Oh, non, oui, c'est ça. C'est pas le cas. Bah, écoutez, j'espère que ça veut dire que c'était clair pour tout le monde. Si du coup vous avez des questions, de toute façon, voilà mon adresse mail. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. J'espère du coup que ça vous a intéressé, que c'était clair. N'hésitez pas non plus à me donner vos feedbacks. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Soyez prudents, je répète ce qu'on entend partout, mais c'est vraiment important. Soyez prudents avec la chaleur, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain séminaire, un prochain webinaire. Voilà, bon après-midi, au revoir.